La République de Platon, livre 7e, suite. Mais un homme plus âgé ne voudra point tomber dans une pareille manie. Il imitera celui qui veut discuter et rechercher la vérité, plutôt que celui qui s'amuse et contredit pour le plaisir. Il sera lui-même plus mesuré et rendra la profession philosophique plus honorable au lieu de la rabaisser. C'est exact, dit-il. Et n'était-ce pas le même esprit de précaution qui nous faisait dire précédemment qu'on ne devait admettre aux exercices de la dialectique que des naturels ordonnés et fermes, et qu'il ne fallait pas, comme aujourd'hui, en laisser rapprocher le premier venu qui n'y apporte aucune disposition. Si, répondit-il. Donc, l'étude de la dialectique, si l'on s'y livre sans relâche et avec ardeur, à l'exclusion de tout autre travail, comme on faisait pour les exercices du corps, ne demandera guère que le double des années consacrées à ceci. Veux-tu dire 6 ou 4 ans demanda-t-il. Peu importe, dis-je, mais 5 ans. Après quoi, tu les feras de nouveau descendre dans la caverne, et tu les obligeras à remplir les emplois militaires et toutes les fonctions propres aux jeunes gens, afin que, pour ce qui est de l'expérience, ils ne soient pas en retard sur les autres. Et tu les éprouveras dans l'exercice de ces fonctions pour voir si, tirés de tous côtés par la tentation, ils restent fermes ou se laissent ébranler. Et quel temps fixes-tu pour cela ? 15 ans, répondis-je. Et lorsqu'ils auront atteint l'âge de 50 ans, ceux qui seront sortis sains et saufs de ces épreuves, et se seront distingués en tout et de toute manière dans leur conduite et dans les sciences, devront être menés au terme et contraints d'élever la partie brillante de leur âme vers l'être qui dispense la lumière de toutes choses. Et quand ils auront contemplé le bien en soi, ils s'en serviront comme d'un modèle pour régler la cité, les particuliers et leur propre personne, chacun à son tour, pendant le reste de leur vie. Ils passeront la plus grande partie de leur temps dans l'étude de la philosophie. Mais quand leur tour viendra, ils accepteront de peiner aux tâches d'administration et de gouvernement par amour pour la cité, y voyant non pas une noble occupation, mais un devoir indispensable. Et ainsi, après avoir formé sans cesse des hommes qui leur ressemblent pour leur laisser la garde de l'État, ils iront habiter les îles des bienheureux. La cité leur consacrera des monuments et des sacrifices publics à titre de daimones, si la pitié le permet, sinon à titre d'âme bienheureuse et divine. Ils sont tout à fait beaux, Socrate, s'écria-t-il, les gouvernants que tu viens de façonner comme un sculpteur. Et les gouvernantes aussi, Glaucon, ajoutai-je, car ne crois pas que ce que j'ai dit s'applique aux hommes plutôt qu'aux femmes. J'entends à celles qui auront les aptitudes naturelles suffisantes. Tu as raison, avoua-t-il, si tout doit être égal et commun entre elles et les hommes, comme nous l'avons établi. Eh bien, repris-je, m'accordez-vous maintenant que nos projets concernant l'État et la Constitution ne sont pas de simples souhaits, que la réalisation en est difficile mais possible d'une certaine manière, et non pas autrement qu'il a été dit, à savoir, lorsque les vrais philosophes, soit plusieurs, soit un seul, devenus les maîtres d'un État, mépriseront les honneurs qu'on recherche aujourd'hui, les considérant comme indignes d'un homme libre, et dépourvus de toute valeur, feront au contraire le plus grand cas du devoir et des honneurs qui en sont la récompense. Et regardant la justice comme la chose la plus importante et la plus nécessaire, la servant et travaillant à son développement, organiseront leur cité conformément à ces lois. Comment ? Demanda-t-il. Tous ceux, répondis-je, qui dans la cité auront dépassé l'âge de 10 ans, ils les relégueront au champ, ayant soustrait les enfants à l'influence des mœurs actuelles, qui sont celles des parents, ils les élèveront selon leurs propres mœurs et leurs propres principes, qui sont ceux que nous avons exposés tout à l'heure. Ne sera-ce pas le moyen le plus rapide et le plus aisé d'établir un État doté de la Constitution dont nous avons parlé,
de le rendre heureux et d'assurer les plus grands avantages au peuple chez lequel il se sera formé? Si, certainement. Et il me semble, Socrate, que tu as bien montré comment il se réalisera, s'il doit un jour se réaliser. N'en avons-nous pas dit assez sur cet état et sur l'homme qui lui ressemble? Il est en effet facile de voir quel doit être cet homme selon nos principes. Oui, approuva-t-il, et comme tu dis, ce sujet me paraît épuisé. Livre 8. Soit. Nous sommes donc tombés d'accord. Glaucon, que la cité qui aspire à une organisation parfaite doit admettre la communauté des femmes, la communauté des enfants et de l'éducation tout entière, de même que celle des occupations en temps de guerre et en temps de paix, et reconnaître pour rois ceux qui se seront montrés les meilleurs comme philosophes et comme guerriers. Nous en sommes tombés d'accord, dit-il. Nous sommes convenus aussi qu'après leur institution, les chefs conduiront et installeront les soldats dans des maisons telles que nous les avons décrites, où personne n'aura rien en propre et qui seront communes à tous. Outre la question du logement, nous avons réglé, si tu t'en souviens, celle des biens qu'ils pourront posséder. Oui, je m'en souviens. Nous avons pensé qu'ils ne devaient rien posséder de ce que possèdent les guerriers d'aujourd'hui, mais que comme des athlètes guerriers et des gardiens, recevant chaque année des autres citoyens pour salaire de leur garde ce qui leur était nécessaire à leur substance, ils devaient veiller à leur propre sûreté et à celle du reste de la cité. C'est exact, dis-je. Or ça, puisque nous en avons fini sur cette question, rappelons-nous à partir de quel point nous avons dévié vers ici, afin de reprendre notre première route. Ce n'est pas difficile, reprit-il. En effet, après avoir épuisé ce qui regarde l'État, tu tenais à peu près les mêmes propos que maintenant, disant que tu posais comme bon l'État que tu venais de décrire et l'homme qui lui ressemble, et cela semble-t-il bien que tu pusses nous parler d'un État et d'un homme encore plus beau. Mais, ajoutais-tu, les autres formes de gouvernement sont défectueuses si celle-là est bonne. De ces autres formes, autant qu'il m'en souvient, tu distinguais 4 espèces dignes de retenir l'attention et dont il importait de voir les défauts, en même temps que ceux des hommes qui leur ressemblent, afin qu'après les avoir examinés et reconnus le meilleur et le pire, nous fussions en état de juger si le meilleur est le plus heureux et le pire le plus malheureux, ou s'il en est autrement. Et comme je te demandais quelles étaient ces 4 formes de gouvernement, Polémarque et Adimante nous interrompirent, et tu t'engageas dans la discussion qui nous a conduits ici. Tu te souviens de cela très exactement, observai-je. Ainsi donc, fais comme les lutteurs, donne-moi de nouveau la même prise, et puisque je te pose la même question, essaie de dire ce que tu allais répondre alors, si je puis. Je désire savoir quels sont ces 4 gouvernements dont tu parlais.